La session de l'après-midi. Est-ce que vous pouvez prendre place, s'il vous plaît? Ok. Donc, cet après-midi, on aura une première partie de l'après-midi qui sera donc consacrée aux questions juridiques et aussi à tout ce qui a rapport avec tout ce qui a rapport avec comment nos amis de la police se débrouillent sur le terrain. Donc sur le panel, vous aurez le professeur Abdoulaye Cissé. Je pense que vous connaissez tous le professeur Abdoulaye Cissé. Si vous ne le connaissez pas, eh bien, c'est grave. Parce que le professeur Abdoulaye Cissé fait partie de ceux qui ont écrit la Convention africaine sur la cybersécurité. Donc le professeur, le professeur Cissé va rester là pour des raisons techniques, pour faire sa présentation. Je voudrais inviter aussi le lieutenant Gueye de la police du Sénégal à rejoindre le podium. Je voudrais inviter le colonel Ouedraogo de l'ANSI Burkina à nous rejoindre sur le podium. Je voudrais inviter Ernest Boka du CI CERT, CERT de la Côte d'Ivoire, à nous rejoindre sur le podium. Ok. Sans plus tarder, nous allons laisser la parole à Ahmed Cissé pour nous faire sa présentation. Merci beaucoup, Jean-Robert. Je voudrais saluer toute l'assistance et leur dire tout le plaisir que j'ai à partager avec eux cette session consacrée à la cybersécurité. Je pense que ceux qui ne m'ont pas connu ou ne me connaissent pas n'ont rien perdu. Je préfère rester le plus dans l'ombre comme peut-être influenceur des politiques juridiques. J'ai eu le privilège effectivement de conduire la réflexion sur le projet de convention africaine sur la cybersécurité, mais au préalable, on a eu également à élaborer le cadre juridique des paiements électroniques de l'UEMOA pour le compte de la BCEAO, les textes également de la CEDEAO. Nous avons contribué à l'élaboration des textes de la CEMAC, du COMESA, de l'EAC, de la SADC, de l'Union du Maghreb arabe. Bref, c'était un concours de circonstances qui a fait qu'on était plus ou moins impliqué dans l'élaboration des politiques d'harmonisation des cyberlégislations. Nous avons également eu le privilège d'élaborer les lois du Sénégal, du Mali, du Congo, de la RDC, du Gabon, qu'en sais-je encore. Tout pour vous dire qu'aujourd'hui, peut-être l'idéal aurait été que je vous parle de la convention ou de l'harmonisation des législations. Toutefois, il m'a été demandé de parler de la lutte contre la cybercriminalité au Sénégal. Ce que je ferai, je suis ressortissant du Sénégal, mais je me définis plus comme citoyen africain et du monde. Je voudrais, avant tout, avec votre permission, remercier Afrinic et Africa CERT qui me permettent de prendre part à cette réflexion, et aussi l'Organisation internationale de la francophonie qui me permet d'être avec vous et qui oblige les francophones, les anglophones à prendre leur casque et à profiter, je l'espère, des mélodies de la langue française. Cela étant,
je voudrais que ma présentation se fasse en 3 temps. Rapidement, un survol, parce que c'est toujours fastidieux pour un non-juriste d'écouter un discours sur le droit, et c'est encore plus fastidieux pour un non-national d'écouter une expérience d'un pays qui n'est pas le sien. Donc, j'enlèverai de ma présentation tout ce qui est très spécifique pour que ça puisse tout simplement vous servir de benchmark, tout simplement. Et pour cela, en 3 temps, je mettrai l'accent sur quelque chose que nous partageons tous, c'est les enjeux et défis de la lutte contre la cybercriminalité, qui me permettra par la suite de vous parler en mettant le focus sur les réponses sénégalaises à la cybercriminalité et donner quelques éléments de conclusion pour renforcer l'efficacité de la lutte contre la cybercriminalité. Donc pour ce qui est des enjeux et défis, je pense qu'on le partage avec tout le monde. Nous vivons tous dans un contexte qui est marqué au plan international par la globalisation des risques, la globalisation des menaces sur la cybersécurité et du coup la globalisation également de la criminalité. Et aujourd'hui, nous avons besoin partout dans le monde de stratégies de politique criminelle novatrices. Vous savez que la politique criminelle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un peu la branche de la science criminelle qui s'occupe des réponses au crime, donc à la criminalité ou à la cybercriminalité. Et cette politique criminelle a eu tendance à ne retenir que des réponses de droit pénal. Entendez par là tous les dispositifs répressifs qui permettent de lutter contre la délinquance. Dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, la politique criminelle moderne travaille en combinant 3 types de réponses. Des réponses étatiques qui viennent donc des gouvernements, des réponses sociétales qui viennent de la société civile, donc la communauté des internautes par exemple, pour ce qui nous concerne, ou toutes ces organisations de la société civile qui militent en faveur de la régulation de l'Internet par exemple, mais aussi les réponses techniques qui sont développées par des structures comme AfricaCERT ou comme les autres CERT à travers le monde. Aujourd'hui, quand on regarde le cas africain, tous les États cherchent à se positionner pour élaborer des politiques, élaborer des législations en matière de cybercriminalité. Des efforts existent certes au plan national, au plan régional, au plan international, mais ces efforts restent encore très insuffisants. Et du coup, on se retrouve un peu partout avec des cadres, des environnements qui sont très peu propices à la cybersécurité et qui donc transforment, comme le rappelait Benoît Morel, que je salue au passage, qui transforment le continent africain comme un paradis cybercriminel. Parce qu'on se rend compte, tout simplement, qu'il est plus facile de bénéficier d'une impunité en commettant des infractions sur des réseaux ou des systèmes d'information logés sur le continent ou à partir de systèmes qui y sont logés pour attaquer des systèmes qui sont en dehors du continent. Le risque numérique progresse partout. Vous avez eu l'occasion sur plusieurs jours d'évoquer plusieurs facettes de cette progression du risque numérique. Que ce soit les risques liés aux technologies elles-mêmes, les risques liés aux données, la protection des données et surtout la protection des données à caractère personnel et les risques liés aux atteintes qui peuvent affecter l'organisation de nos relations entre individus, entre organisations lorsqu'on se sert des technologies de l'information et de la communication. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il est extrêmement important de mettre l'accent sur le fait que si aujourd'hui on parle de sécurité dans le cyberespace, de sécurité informationnelle, c'est parce que cela touche directement à la sécurité du patrimoine numérique des États, des organisations, qu'elles soient publiques, privées ou sociétales, mais aussi du patrimoine numérique des individus. Et cela pose de véritables soucis aujourd'hui sur le plan institutionnel.
Parce que si on est en face de fonctionnement, de systèmes d'information, de fonctionnement d'institutions qui ne sont plus garanties, qui ne sont plus sécurisées, cette vulnérabilité est de nature à compromettre la pérennité de nos organisations et la sécurité de nos États. Et c'est la raison pour laquelle il est plus qu'indispensable que les États s'approprient, s'engagent et s'investissent pour assurer la cybersécurité dans le cyberespace. Et c'est ce qui nous pousse à mettre en avant deux séries de défis aujourd'hui qu'il est important de relever lorsqu'on est acteur dans le cyberespace. Un défi lié à la sécurité technologique et un défi de gouvernance lié à la politique criminelle et en ce qui nous concerne pour le Sénégal, le droit pénal. Comment aujourd'hui faire en sorte que l'on obtienne partout dans le cyberespace un niveau de sécurité suffisant pour prévenir et maîtriser les risques technologiques et informationnels? Comment faire? Comment faire pour contribuer à préserver les forces et les moyens des institutions, à tout point de vue, que ce soit juridique, organisationnel, technique, financier, informationnel? Comment faire? C'est la question qui nous interpelle tous, quelle que soit notre organisation d'appartenance, quel que soit notre pays de rattachement. Et en termes de gouvernance, quelqu'un l'a rappelé ce matin, je pense que c'était Jacques quand il le terminait, et Mohamed Diop notamment, qu'aujourd'hui, on a besoin de l'instrument juridique pour nous préserver. Dans le cyberespace, on ne peut pas parler de sécurité en ne tenant en compte que le paramètre technologique. La sécurité, pour qu'elle soit efficace et entière, il faut qu'elle soit bâtie sur une bonne adéquation entre les exigences de sécurité technologique d'une part et les exigences de sécurité juridique de l'autre. Comme le progrès technologique n'attend pas le droit, en général, ce qui se passe, c'est qu'on se soucie juste de l'innovation technologique. Ça fonctionne bien, ça nous permet de capter des opportunités, ça nous permet de renforcer notre efficacité, mais on ne dit pas si les procédés, les mécanismes nouveaux, innovants qu'on met en place sont conformes à la législation ou au droit en vigueur dans nos différents pays. Et il suffit qu'il y ait problème, qu'il y ait attaque, cyberattaque ou délinquance d'une façon générale dans le cyberespace pour qu'on se rende compte qu'on est complètement démuni parce que non protégé par la loi. Donc aujourd'hui, il est question de voir comment protéger les institutions contre les menaces et préjudices qui peuvent mettre en péril leur pérennité ou leur efficacité. Comment mettre en place des mécanismes juridiques et institutionnels qui nous permettent de garantir un exercice normal des droits humains dans le cyberespace. Vous savez qu'aujourd'hui, la gouvernance, la démocratie utilisent les technologies de l'information et de la communication qui permettent de les approfondir. Si on ne permet pas, par le droit, par l'encadrement institutionnel, un exercice normal de nos droits humains dans le cyberespace, on porte atteinte à la gouvernance. Et tout se passe aujourd'hui à travers ces systèmes, ces réseaux, qui utilisent nos données, qu'elles soient personnelles ou non personnelles. Et nous avons également besoin, en cas de traitement de nos données, qu'elles soient personnelles ou non personnelles, qu'elles soient suffisamment protégées d'un point de vue juridique. Comment faire également pour limiter les atteintes et dysfonctionnements institutionnels en cas de sinistre et comment faire pour rebondir? Comment résoudre la question de la résilience? Vous voyez, ce sont des questions qui nous concernent tous. Ce n'est pas un problème sénégalo-sénégalais ou afro-africain, c'est un problème mondial. C'est un problème global parce que le cyberespace ne connaît pas les frontières. Et le Sénégal, en voulant réagir à ces questions, a essayé de mettre en place son propre dispositif. En quoi faisant? Le Sénégal, je vous parlerai du cadre général dans lequel s'inscrit la réforme du code pénal qui a débouché sur l'adoption d'une loi en 2008 traitant de la cybercriminalité, avant de donner un survol de la typologie des infractions et des réponses qui sont aujourd'hui consacrées. Mais d'emblée, je voudrais vous rappeler que le Sénégal a élaboré une loi sur la cybercriminalité
sans élaborer une politique de cybersécurité. C'est ce qu'on appelle, de façon vulgaire, mettre la charrue devant les bœufs. Et pourtant, c'est ce que nous faisons tous, quasiment sur le plan africain. Quand vous allez dans les pays développés ou émergents, on élabore en général une politique de cybersécurité qui englobe la cybercriminalité. Parce que ce n'est qu'un phénomène qui peut affecter, en termes d'incidents, l'application, la mise en œuvre d'une politique de cybersécurité. Le Sénégal n'en a pas encore. Actuellement, il y a une étude qui est en cours sur le Sénégal stratégie numérique qui permettra de doter le pays d'une politique et d'une stratégie nationale en matière de cybersécurité. Et pourtant, on a une loi d'orientation sur la société de l'information. C'est encore un paradoxe. Parce que cette loi aurait pu ou aurait dû intégrer les éléments de base de la politique nationale de cybersécurité. Ce n'a pas été le cas. À l'époque, nous sommes l'auteur de ces lois, on l'avait soulevé, mais les autorités pensaient qu'il fallait se presser pour avoir une loi et remettre la stratégie à une date ultérieure. Nous avons donc dans la foulée adopté au Sénégal une loi sur la société de l'information, loi d'orientation, une loi sur la protection des données à caractère personnel, une loi sur les transactions électroniques et une loi sur la lutte contre la cybercriminalité. Et dans la foulée également, nous avons adapté la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins. C'est vous dire que le texte que j'examine est un texte d'un package qui concerne le cyberdroit aujourd'hui. Ce texte est antérieur à la directive CEDEAO qui a été adoptée en 2011, mais il est complètement conforme. C'est par le hasard que j'ai été en même temps l'auteur de la législation sénégalaise et le coordonnateur des textes sur la CEDEAO. Donc j'ai permis plus ou moins à mon pays d'être en règle avant l'adoption des textes de la CEDEAO. C'est juste un concours de circonstances, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'harmoniser, mais tous les autres États de la sous-région, de l'espace CEDEAO, sont en train de le faire, excepté le Burkina, qui a été aussi un précurseur dans ce domaine. Nous avons aujourd'hui 5 ans d'application de cette loi. Depuis 2008, on est en 2013, presque à la fin. Et comme on l'a rappelé ce matin, on a très peu de cas qui atterrissent devant le juge. Parce qu'on ne porte pas plainte et on se complaît très souvent de cette forme d'inertie, de passivité, qui fait qu'on nous regarde comme des gens qui n'ont pas de problème, alors que c'est nous qui avons les plus gros problèmes. En sciences criminelles, ce profil est connu. Lorsque les victimes d'infractions pensent qu'elles ont été trop naïves, elles ne portent pas plainte. Et avec le numérique, il y a un certain complexe qui se développe. Lorsque j'ai été escroqué, je préfère me taire, parce que tout le monde m'a dit, mais vous êtes le dernier de la classe, vous ne savez même pas que c'est de l'escroquerie, par exemple, à la Nigeria. Tout le monde en parle, sauf vous. Et donc, les gens ne portent pas plainte. Ça, c'est un phénomène que l'on connaît en criminologie. Aujourd'hui, nous avons au Sénégal une trentaine de décisions, en 5 ans. 31 décisions de justice. Il y a quasiment que 3 décisions, arrêts qui sont arrivés au niveau de l'appel. Et un seul arrêt de la Cour suprême. Et les cas que l'on traite en général au Sénégal tournent autour de ces questions que j'ai listées ici. L'accès frauduleux au système d'information, l'escroquerie, surtout l'escroquerie dite à la nigériane, ce n'est pas seulement le fait des Nigérians, les délits de presse, diffamation notamment par voie d'Internet, le vol de données, la divulgation illicite de données personnelles. On a la jurisprudence où des gens prennent des, des images, vidéos ou autres intimes et les postent sur Facebook, par exemple. Nous avons également les fraudes sur les cartes bancaires et sur les transferts d'argent. Mais quand on entend dans les faits divers et à travers la presse d'une façon générale le nombre de cas et qu'on se rend compte qu'il n'y a peut-être qu'une trentaine en 5 ans,
on s'étonne réellement. Quelqu'un l'a rappelé ce matin, je pense que c'est Mohamed Diop, disant que les magistrats, les policiers, les avocats ne sont pas suffisamment formés en cyberdroit et du coup, tout le monde se croise les bras. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Mais quand vous regardez, quand vous faites un survol de la loi sénégalaise, on a essayé d'être le plus proche de la réalité des phénomènes de cybercriminalité que l'on constate un peu partout dans le pays et dans le monde. Certains ont fait l'objet de jurisprudence, d'autres pas encore. Mais d'une façon générale, ça tourne autour de cette typologie qui se trouve consacrée dans la doctrine de droit pénal et que le législateur aussi a utilisé dans son code. Vous avez des situations dans lesquelles les technologies sont l'objet de la cybercriminalité. Qu'est-ce à dire? Les atteintes vont cibler les systèmes d'information, les réseaux, directement. Donc c'est la technologie qui est elle-même objet de la cybercriminalité. C'est le cas également lorsqu'on s'attaque au système de traitement de données, que ce soit les données en général ou les données à caractère personnel, ou lorsqu'on s'attaque au système de cryptologie. Donc, dans les trois cas de figure, nous avons aujourd'hui des textes de droit pénal qui les incriminent et qui les sanctionnent, c'est-à-dire qui les considèrent comme infractions et qui les sanctionnent avec des peines. Cela est très important. Je sais qu'il y a beaucoup d'ingénieurs dans la salle ou de spécialistes multimédia. Il faut savoir qu'en matière pénale, il y a un principe sacro-saint que l'on appelle le principe de la légalité pénale, qui signifie qu'il n'y a pas d'infraction sans texte de droit pénal. Vous pouvez dire à des gens, ce qui a été fait ici est anormal, ce n'est pas bon, c'est répréhensible. On va vous dire devant le tribunal, où est le texte? Vous n'avez pas de texte, rien ne s'est passé. Donc, avec les technologies de l'information et de la communication, nous avons beaucoup d'infractions que vous considérez comme infractions en tant que technicien et qui n'étaient pas dans le droit pénal et qui ne sont pas dans le droit pénal de beaucoup de pays africains encore. Donc, on va se dire, si je commets telle forme d'attaque dans tel pays de la sous-région, prenons le cas de la Côte d'Ivoire, qui n'a pas encore de législation sur la cybercriminalité, on va se dire, mais je resterai impuni. Et donc, ça le transforme en paradis pénal. Je donne souvent cette anecdote de la jurisprudence britannique qui, pendant un temps, relaxait les prévenus qui étaient accusés de vol de chevaux lorsqu'ils n'avaient volé qu'un seul cheval. Parce que la loi parlait de vol de chevaux. Quelqu'un vole un cheval, on dit que ce n'est pas prévu dans la loi. Et donc, il fallait le changer. Quand vous dites le vol est interdit, le vol, pour le juriste, c'est le fait de soustraire frauduleusement un bien appartenant à autrui. Et ce bien, il est matériel. Je prends ça, je le vole, je le prends. Donc, il n'y a plus de bien. Mais quand on vole des données, je les vole et les données sont là-bas. D'un point de vue juridique, s'il n'y a pas une infraction sur le vol de données, quelqu'un qui sera accusé de vol de données sera relaxé par le tribunal. Parce qu'il n'a pas de base légale. Donc, toutes ces questions-là, aujourd'hui, ont été introduites dans le code pénal. Et ce sont les mêmes dispositions qui sont dans la CEDEAO, la CEMAC, comme ça, et qui sont également intégrées dans le projet de convention de l'Union africaine sur la cybersécurité. Vous avez, je ne veux pas entrer trop dans le détail, ça va nous prendre le temps, mais le texte dans son détail est disponible et déjà envoyé pour diffusion. Vous avez également les situations dans lesquelles la technologie est utilisée comme moyen pour commettre une infraction. Prenez le cas des atteintes aux intérêts des États, ce qu'on appelle généralement le cyberterrorisme aujourd'hui. Nous avons une législation sur la cybercriminalité, mais qui ne mentionne pas le cyberterrorisme comme infraction. Donc on est obligé encore de jongler avec les atteintes à la sûreté de l'État pour parvenir à cibler les terroristes, ou bien avec les infractions que nous avons dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Mais ce n'est pas le terrorisme, c'est le financement du terrorisme
qui est mise en cause là-bas, et la prolifération. Et le droit pénal n'accepte pas le raisonnement par analogie. De dire, ah tiens, ça on l'a réglé dans tel domaine, mais ça ressemble à votre cyberattaque, donc on vous applique le même texte. Le droit pénal n'admet pas l'analogie. C'est clair, c'est limpide, on applique, il n'y a pas de texte, c'est pas clair, on s'abstient. C'est tout. Et aujourd'hui, nous avons des textes donc sur la protection des données à caractère personnel, les atteintes aux biens où on a eu une adaptation du droit pénal, tout ce qui était escroquerie. L'escroquerie était basée sur des biens matériels. Aujourd'hui, l'escroquerie sur le numérique existe dans le code pénal. Le vol d'informations, le vol de données existe dans le code pénal. L'abus de confiance, le blanchiment de capitaux fait l'objet d'une législation à part, mais qui distingue le blanchiment de l'argent classique et le blanchiment de l'argent électronique. Donc cela existe. Nous avons également quelques atteintes à la propriété intellectuelle, notamment sur le piratage de logiciels. Juste quelques éléments de comparaison. La moyenne mondiale de logiciels piratés est de 35%. Au Sénégal, elle est de 82%. Donc, ça veut tout dire. Hein. Et pourtant, vous voyez, il n'y a pas de jurisprudence. On s'y complaît. On est dans l'informel, dans l'illégalité. Et on se complaît dans ce bonheur et on ne fait rien, malheureusement, pour s'en sortir. Mais aujourd'hui, que les textes existent, ça va changer. Mais ça ne changera que si on sensibilise les acteurs du droit et de la justice. Il y a également les atteintes aux moyens de paiement électronique qui existaient dans la sous-région avec le règlement 15 UEMOA sur les systèmes de paiement électronique. Donc, c'est l'équivalent pour les gens de la CEMAC. Le même règlement existe, les pays de l'Afrique centrale et d'autres pays l'ont également. Et quand on parle de cybercriminalité, en réalité, c'est le premier texte qui date de 2002 au Sénégal et non pas la loi de 2008. Et nous avions, comme je l'ai rappelé tantôt, eu le privilège d'élaborer également ce règlement. Vous avez en même temps, troisième catégorie d'infractions, ce sont des infractions qui utilisent les technologies comme support pour commettre un forfait cybercriminel. C'est quand, par exemple, on a des atteintes sexuelles, mais qu'on réalise juste pas en utilisant Internet ou Facebook ou autre. C'est tout. Ou une webcam postée quelque part. Les infractions de presse, la diffamation, c'est une diffamation, qu'elle soit sur un journal voilà, vendu à la sauvette ou sur l'Internet. Donc ce n'est qu'un support pour commettre des infractions classiques. Même chose pour les éléments d'infraction liés au racisme ou à la xénophobie. Un seul mot sur la pédopornographie, c'est très important, la question de la définition aujourd'hui de l'âge du mineur. Nous avons au Sénégal, nous nous sommes alignés sur la Convention de Budapest sur cette question-là, en fixant l'âge du mineur à 18 ans, qui se réfère à la définition de la Convention de New York sur les droits de l'enfant. Et enfant, toute personne qui a moins de 18 ans. Mais le problème aujourd'hui auquel on se heurte, c'est qu'avec les instruments technologiques, on parvient à modifier les images, n'est-ce pas? Et on peut prendre un adulte et lui donner l'apparence d'un mineur. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on applique? Si on attrait en disant il est accusé de pédopornographie, on amène les mineurs, on se rend compte qu'ils sont tous majeurs, mais qu'ils avaient l'apparence d'un mineur. Et là, certains pays commencent à l'intégrer, dont le Cameroun, dont la dernière législation sur la cybercriminalité a prévu l'application de la règle de la Convention sur les droits de l'enfant, sauf lorsqu'on est dans des situations où le majeur présentait l'apparence d'un mineur suite à une manipulation des images. Voyez-vous, avec ces infractions, Monsieur le Président, je vais avancer encore plus vite. Sur les infractions, nous avons dans le Code pénal des réponses de droit pénal. Parce qu'on ne peut pas mettre autre chose dans le droit pénal. Qu'est-ce qu'on y a mis? On y a mis des peines d'emprisonnement et d'amende qui respectent un peu la nomenclature des peines traditionnelles. Lorsqu'on vole,
un cheval, on est sanctionné par l'emprisonnement. Lorsqu'on vole des données, on est sanctionné aussi par l'emprisonnement. Donc il y a un certain parallélisme qui est fait par rapport à la nature de l'infraction. Il suffit juste de prendre le texte et je vous l'ai envoyé également pour ceux qui veulent voir la tarification des peines, y compris la directive de la CEDEAO, pour aller plus loin. Donc, emprisonnement, amende et des dommages-intérêts en cas de préjudice. Mais aujourd'hui, la justice n'est pas encore suffisamment prête pour comprendre les critères d'évaluation d'un préjudice moral lorsque notre e-reputation est atteinte. Parce qu'en général, on considère que le préjudice moral nécessite juste un dédommagement au franc symbolique. On ne vous donne rien. Mais aujourd'hui, on peut détruire l'existence d'une personne ou d'une organisation avec des données manipulées. Et à partir de ce moment-là, la réparation du préjudice moral est une question qui mérite attention. Même chose au niveau des règles de procédure. La procédure pénale était basée sur la recherche de preuves matérielles, n'est-ce pas? Des preuves qu'on peut prendre, tenir. Aujourd'hui, les preuves sont immatérielles et elles sont préconstituées. On a la possibilité donc, lorsqu'on adapte les règles de procédure pénale, de permettre à la police, au procureur de la République, au juge d'instruction, au juge, d'user des technologies de l'information et de la communication pour mieux collecter et apprécier la pertinence des preuves. C'est la raison pour laquelle de plus en plus se développe l'investigation numérique ou bien des adaptations quant à la saisie, la perquisition informatique. Comment on peut perquisitionner un élément virtuel? On n'a pas besoin de descendre avec des camions de policiers ou de gendarmes. On peut juste avoir parfois un site sous surveillance avec un logiciel espion qui permet de savoir ce qui se passe et avoir aussi d'autres procédés technologiques qui permettent de récupérer les données. Mais on ne le fait pas assez parce que nos polices, nos gendarmeries ne sont pas suffisamment outillés de matériel d'investigation numérique. En termes maintenant de traitement judiciaire devant le juge, si le juge n'est pas suffisamment formé en cyberdroit, en cybercriminalité, il ne faut pas rêver. Donc on peut se retrouver, comme dans le cas de la trentaine de décisions que nous avons, il n'y a jamais de débat. Les juges, quand ils parviennent à identifier un accès frauduleux à un système, pour eux c'est vraiment la fête. C'est tellement génial. Ils ont compris quelque chose dans le cyberdroit qu'ils s'empressent de donner une conclusion. Et il n'y a jamais de débat. On effleure les problèmes et on s'en va. C'est ce qui est un peu dommage et qui, je pense, peut être redressé par un bon accompagnement. Je reviens tout de suite. La coopération internationale est incontournable en matière de lutte contre la cybercriminalité. On ne peut pas faire cavalier seul dans ce domaine. On est obligé de coopérer. Et coopérer à tous les échelons, national, régional, international, mais coopérer aussi sur une base pluridisciplinaire. Ce n'est pas seulement l'affaire de techniciens ou de technologues. Il faut que les techniciens coopèrent avec les policiers, les gendarmes, les juristes, d'une façon générale. Tout le monde doit se retrouver autour de la même table. C'est la particularité du cyberespace. Personne n'a le monopole. Comme disait TV5, la chaîne francophone, il y a quelques années, ce n'est pas méchant de faire une petite publicité pour la francophonie, il y a quelques années, il disait « Le centre du monde est partout ». Et c'est ça ce qui se passe dans le cyberespace. Le centre du monde est partout, le centre des disciplines est partout. Personne n'a l'apanage ou le monopole dans ce domaine. Tout le monde doit parler autour d'une même table. Côté réponse technique, le Sénégal n'a pas encore de CERT. Et quand on n'a pas de CERT, on sait que la lutte ne peut pas être efficace. On n'a pas de politique nationale de cybersécurité, on n'a pas de CERT, on a une loi sur la cybercriminalité. Il ne faut pas rêver. Les résultats seront très insuffisants jusqu'à ce que la chose se rétablisse. Et je crois que c'est là où il y a le véritable combat à mener en termes de plaidoyer. C'est sensibiliser les autorités, les gouvernants, sur la nécessité incontournable de disposer de CERT, à l'échelle continentale, mais aussi à l'échelle de nos États. Il y va de la pérennité et de la crédibilité de nos institutions. Sans cela, aucune lutte contre la cybercriminalité ne peut être efficace.
parce que c'est un peu l'outil, je ne dirais pas magique, mais c'est l'outil qui permet de réconcilier et de fortifier les différents acteurs du droit et de la justice. Côté réponse sociétale, il y a aujourd'hui beaucoup d'outils qui ne sont ni techniques ni juridiques, mais qui sont développés par la société civile. Ça peut être des chartes éthiques, je vous entendais tout à l'heure dire, je pense que c'est Jacques qui disait que vous allez élaborer une charte éthique, c'est indispensable. Vous voyez aujourd'hui, c'est ça le phénomène nouveau dans la réalité du droit. Nous avons 3 catégories de normes qu'on n'a pas appris à combiner dans notre histoire de juriste ou de régulateur. Il y a des normes juridiques traditionnelles qu'on appelle les normes sociales. Il y a des normes techniques que vous utilisez surtout, n'est-ce pas, IPv6 par exemple, normes techniques, ou les normes SMSI sur la sécurité, ou les normes sur la responsabilité sociétale, ou le SMQ, etc. Vous avez des normes techniques qui correspondent à ce que nous appelons dans notre jargon le droit de la normalisation. Et vous avez une 3e catégorie de normes qui sont les normes éthiques. Aujourd'hui, répondre efficacement à un problème suppose la combinaison rationnelle et équilibrée des normes juridiques, techniques et éthiques. Et là, il y a de bonnes pratiques qui se développent ça et là. On a parlé de APCERT ou de ACERT, le modèle australien. On a également quelques pays qui se distinguent. Vous avez aussi beaucoup de chartes qui sont développées par des internautes ou bien par des sites libres et qui contiennent énormément de belles informations qui peuvent nous inspirer pour être plus efficaces. Et c'est dans ce cadre, notamment des réponses sociétales, qu'il y a un effort de sensibilisation pour une utilisation responsable. On l'a déjà fait d'ailleurs dans le cadre de l'organisation de la francophonie, avec la télévision des savoirs Afrique. J'avais fait un cours là-dessus sur l'utilisation responsable d'Internet. Et on faisait de même dans certains lycées et collèges de Dakar pour sensibiliser les jeunes à une utilisation responsable de l'Internet. On avait vu à l'occasion de ces rencontres un enfant dont le père assistait à une rencontre des parents d'élèves et qui a dit, mais moi vous me sauvez, comme je ne comprends rien en l'informatique, mon enfant me demandait chaque mois, il venait lui dire, le maître nous demande d'amener 5000 francs pour acheter un disque dur, chaque mois. Et le père donnait chaque mois ces 5000 francs. Et quand, bon, ça paraît un peu gros, mais quand il fait ce témoignage, ça peut montrer jusqu'où on peut aller avec l'ignorance. Bref, c'est l'occasion pour moi de ne pas conclure, mais de vous inviter à une réflexion à l'intérieur de nos États ou à l'échelle du continent sur la nécessité d'élaborer une politique nationale qui sera traduite après en stratégie nationale de cybersécurité. Une fois on a cette politique, ça nous permet d'avoir un mur de cohérence pour l'élaboration des différents textes qui vont intervenir par la suite. Et c'est la raison de ce deuxième élément de recommandation pour inciter les États à mettre à niveau et à harmoniser leur cadre légal, réglementaire et institutionnel. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire je lutte contre la cybercriminalité, je protège les données à caractère personnel avec juste un code pénal. Il vous faut une commission de régulation des données à caractère personnel. Il faut doter la police, la gendarmerie de moyens d'investigation numérique notamment. Et ainsi de suite. Il faut sensibiliser les différents acteurs. C'est un tout, c'est un package. Il faut, au-delà de cette mise à niveau du cadre légal et réglementaire, assurer la conformité effective des dispositifs, des usages, des contenus et des services. On doit assurer leur conformité effective aux normes, qu'elles soient techniques, juridiques ou éthiques. Et il y a du travail à ce niveau-là. Dans la salle, il y a beaucoup d'informaticiens, experts en audit des systèmes d'information, etc., qui doivent savoir que les juristes font la même chose pour les normes éthiques et juridiques. Si vous certifiez conforme un dispositif SMSI sans tenir compte du cadre légal et réglementaire, votre travail n'est pas complet. Nous aussi, si nous faisons des audits de conformité légale et réglementaire sans tenir compte de la dimension technique, notre travail est insuffisant. Donc il faut qu'on apprenne à travailler ensemble.
sensibiliser et former les acteurs de la justice, vous voyez donc que ce n'est pas une formation sur le droit, c'est une formation sur le droit et la technologie. Nous n'avons pas besoin, en tant que non-techniciens, qu'on nous explique les normes IPv6 dans leurs détails, qu'on nous montre comment ça fonctionne, comment on protège un système avec des dispositifs qui, pour nous, restent encore du domaine de la magie. On est admiratif devant vous, faites-le, vous le faites très bien pour nous, on vous en sera toujours reconnaissant. Ce qui nous intéresse, c'est la culture numérique. Que vous nous aidiez à comprendre vos problèmes, les enjeux qui sont derrière, les défis qui vous empêchent de dormir chaque jour après vos découvertes, pour qu'on puisse vous accompagner. Nous, notre rôle, spécialistes des sciences sociales, les juristes en particulier, qui élaborent les textes et veillent à leur bonne application, nous voulons extraire le juridique, les problèmes qui vous assaillent, à partir de vos technologies. Mais c'est à vous de nous expliquer à quoi sert telle ou telle autre chose. Apprenez à travailler avec les non-techniciens dans le respect. Si vous venez, même quand vous parlez, moi j'assiste beaucoup à vos réunions, je me dis heureusement qu'il y a aujourd'hui Internet, je peux entendre quelqu'un qui emploie une expression que je ne connais pas, je la Google, je connais et je continue. Parfois j'ai la chance d'avoir d'éminents experts à côté, je les interpelle en disant je ne comprends rien à rien de tout cela. Ils me prennent par la main, m'expliquent jusqu'à ce que je comprenne. Et ça m'a permis sur plusieurs années de devenir moins idiot dans le domaine des TIC, jusqu'à pouvoir prétendre élaborer certains textes. Mais ceux qui n'ont pas eu ce privilège ou ces contacts, ils finiront par vous fuir. Parce que quand vous parlez, vous êtes comme des magiciens, des médecins qui parlent, ou des spécialistes de laboratoire, des maladies infectieuses, de virologie, bactériologie. On ne comprend rien de ce que vous dites. Donc, essayez tout simplement de nous parler un langage plus digeste. Et exigez aussi, la réciproque est vraie, que les juristes cessent de vous parler leur langage ésotérique. Le droit, il est proche des hommes. Vous voyez, je vous ai parlé, vous n'avez vu aucun article du Code pénal. Vous oubliez même que ça a été le numéro de la loi. Parce que ça ne vous intéresse pas. Ça ne sert à rien. Et ça nous fait perdre du temps. Donc nous devons pouvoir tenir un langage très clair et nous réconcilier avec nous-mêmes. Et ce sera mon mot de la fin. Il y a deux idées que je vous invite à méditer. La première, c'est un spécialiste du droit qui l'avait dit il y a déjà plusieurs siècles, en disant que les lois sont faites pour les hommes. Bien sûr, et les femmes. Mais non les hommes pour les lois. Ça signifie qu'on élabore des lois pour vous et non pas l'inverse. Si on vous élabore des lois qui ne vous servent à rien, vous devez pouvoir les dire et les rejeter. Aujourd'hui, le monde vit sous l'ère de la civilisation numérique. On dépend de vous pour pouvoir communiquer, pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire nos courses, acheter, voyager. Tout ce qu'on fait dépend de la technologie, des technologies de l'information et de la communication. Si les lois ne sont pas en adéquation avec ce que vous voulez, il faut que vous puissiez le dire ouvertement et ne pas dire que c'est une affaire de juriste ou une affaire de gouvernant. On dépend de vous. La deuxième chose, c'est que légiférer est une chose extrêmement difficile. Un autre juriste de chez nous, parce que je sais que si je vous donnais Einstein, vous l'aurez retenu, mais quand je vous donne un nom d'un juriste, vous allez l'oublier à la pause. L'autre juriste disait qu'il ne faut légiférer qu'en tremblant. C'est quelque chose de très grave, de très difficile, de très délicat que de légiférer. Parce qu'il faut pour légiférer comprendre les problèmes, comprendre les solutions que vous voulez et essayer de les traduire de façon fidèle en termes juridiques. Depuis quelques années, c'est à cette tâche qu'on s'attelle, avec une main tremblotante, pour essayer de doter le continent africain et le maximum d'États de législation appropriée. J'espère ne pas trop vous déranger de droit et autre chose, mais je vous remercie pour votre aimable attention. Et merci.
Merci beaucoup, professeur. Je voudrais passer la parole au colonel Ouedraogo.